Bonjour Thierry. Bonjour, comment vas-tu, Christelle? En Ça pleine va et toi? forme? Oui, ça va. Écoute, Alors, on a eu des questions de nos auditeurs concernant eh bien, les grands changements qui ont lieu actuellement dans le monde et entre autres les mutations économiques et bancaires qui sont en train de se mettre en place en même temps que la multipolarité du monde. Alors, on a eu donc deux questions qu'on va regrouper en fait en une seule sur, on va dire, la chronologie de ces mutations économique et bancaire sur le plan technique et entre autres, est-ce que, justement tous ces pays comme les BRICS, l'OCS et cetera, est-ce qu'ils travaillent à des plateformes pour remplacer, entre autres le SWIFT, ou remplacer entre autres Euroclear, hein, Euroclear qui est donc, la plateforme de on va dire de clearance qui est, utilisée par les pays, occidentaux. On va mhm. essayer de faire ça très court, très concis. Voilà, je sais que ça va être compliqué, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelles ont été les grandes étapes et qu'est-ce qui est en cours dans ce domaine-là, de ce changement, on va dire, de paradigme au niveau, financier international? Il va falloir faire un peu de backtracking, revenir un petit peu en arrière pour comprendre un peu l'évolution des systèmes financiers qui nous a amené en fait à cette fameuse crise, puisqu'en fait les gens ne comprennent pas une chose, c'est que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est essentiellement, oui, pour eux, une crise socio-géopolitique. Mais si on essaye de regarder un petit peu au-dessus, en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est une crise du dollar. Et on va essayer de comprendre tous les mécanismes qui nous ont amenés là. Alors, première mutation auquel on a assisté, c'était année 71, quand Nixon met en place en fait l'abandon de l'adossement du dollar à l'or. Donc ça voulait dire en d'autres termes qu'il fallait trouver une autre ressource qui permettait de justifier la valeur du dollar. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 73-74, quand les États-Unis ont adossé le dollar au pétrole et bien sûr en échange d'assurer la sécurité de l'Arabie saoudite. Alors, en même temps que cet accord a été mis en place, ils ont stipulé que toutes les matières premières dans le monde entier devaient être échangées en dollars. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'acheter quelque matière première que ce soit, il faut d'abord convertir sa propre devise en dollars. Et donc, de ce fait, on arrive à évaluer et à supporter la valeur du dollar qui fait que, effectivement, la dette américaine est supportée et est particulièrement attractive. Donc les États-Unis ont fait un tour de force absolument incroyable, c'est d'avoir la capacité d'installer le dollar pour tous les échanges dans le monde entier. Et qui fait que, effectivement, ils ont assis leur suprématie et bien sûr leur attractivité au niveau économique, géoéconomique, jusqu'au moment où, pour des raisons bien évidentes, ils ont utilisé le dollar de manière militaire en l'utilisant sous forme de pression et puis de chantage, quoi, hein, de blackmailing. À la suite de quoi, que s'est-il passé en 2000? L'avènement de l'euro. Et donc, l'euro a pris 18% des parts de marché des devises dans le monde. Et ça a fait beaucoup d'ombre au dollar. Malgré le fait que, ne perdons pas de vue, tous les pays occidentaux, même de la zone euro, ont acheté de la dette américaine de manière massive. Et d'ailleurs, juste avant le conflit, c'est-à-dire 2022, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les plus gros bailleurs de fonds des États-Unis, c'est la Chine avec 1,5 trilliard de dollars en T-bonds, le Japon, et le deuxième, en fait, qui est en fait le plus gros si on les agrège, c'est la zone euro, avec 26% de la dette totale. Donc, la raison pour laquelle les Européens aujourd'hui euh, s'indexent sur les décisions des États-Unis, c'est parce qu'en fait, ils dépendent complètement de la dette américaine. Si par malheur le dollar s'effondre, eh bien automatiquement la zone euro s'effondre parce qu'il n'y a plus le rendement nécessaire au remboursement des T-bonds. Alors bien sûr, coup d'état de Maïdan 2014-2016. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? 1. Les sanctions commencent à tomber.
Donc Vladimir Poutine, qui est quand même loin d'être stupide, comprend que de toute façon, à un moment donné, ce conflit va exploser. Alors, il y a eu les sanctions du fait de la prise de la Crimée, ensuite de l'histoire du MH17, qui est une sombre fumisterie. D'ailleurs, ça a failli me coûter la vie à Dniepropetrovsk parce que j'avais été arrêté par les services secrets ukrainiens. Mais passons la parenthèse parce que c'est une longue histoire. Donc, que se passe-t-il pendant cette période? Vladimir Poutine insuffle à Xi Jinping le rétablissement de la Belt and Road Initiative version 2.0. Et il commence à mettre en place tous les échanges nécessaires à pouvoir établir des relations bilatérales économiques qui permettent à la Russie de pallier aux insuffisances que les Européens ont mis en place du fait des sanctions sous-jacentes à ces deux crises. Alors, pour faire fonctionner, bien sûr, la Crimée, ils mettent en place un système qui s'appelle ISPS. D'ailleurs, en 2019, quand je pars en Crimée pour le sommet économique international de Yalta, je discute avec les gens et je m'aperçois d'une chose, qu'ils ont des cartes de crédit et qui fonctionnent très bien en Russie. Uniquement en Russie, bien sûr. ISPF, en fait, c'est l'ancêtre du système MIR qui a émergé pour pouvoir permettre aux BRICS de pouvoir échanger hors de la zone SWIFT. Donc, deuxième partie de la question que tu me posais. Ensuite, il faut comprendre ce qui s'est passé à partir de février 2022. J'ai eu la chance de mettre la main sur le plan du Rand Institute qui expliquait de manière explicite toutes les étapes qui allaient être franchies au moment où Vladimir Poutine allait répondre à la provocation que les Ukrainiens mettent en place pour pouvoir le forcer à intervenir dans la zone du Donbass. Alors, le Rand Institute avait dit la chose suivante: on doit déconnecter complètement la Russie de l'Allemagne. Pour ça, il faut faire en sorte que les systèmes gaziers qui permettent à l'Allemagne de fonctionner avec des prix concurrentiels de l'énergie puissent s'effondrer. Oui, Parce non, que le but du jeu de toute cette histoire, c'était quoi? C'était en fait de détruire complètement et la zone euro, et bien sûr l'euro elle-même. De faire en sorte que les capitaux shiftent des places financières de l'Europe. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en 2023, en avril, puisqu'on voit le Dow Jones qui accuse bien sûr le premier choc du début du conflit. Et ensuite, on a un rebond absolument gigantesque qui passe bien au-delà du moment de l'effondrement du fait du conflit. Et bien sûr, leur dernier plan, c'était en fait de pouvoir siphonner littéralement les talents en Europe du fait que l'économie européenne soit effondrée et qu'ils puissent proposer bien sûr des opportunités extraordinaires. Et cerise sur le gâteau, siphonner aussi les entreprises énergivores. Et c'est une des raisons pour laquelle la DEA aujourd'hui mène une guerre sans merci au cartel de la drogue, parce qu'ils veulent mettre en place une zone franche à la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour que ces entreprises puissent s'installer et bénéficier, bien sûr, d'une production bon marché grâce à l'énergie des États-Unis et bon marché du fait d'une main-d'œuvre, bien sûr, qui est accessible au Mexique. Donc le plan était super bien huilé. Et d'ailleurs, je veux signifier aux auditeurs que j'avais appelé plusieurs députés européens et je leur ai expliqué le plan de HKZ, document à l'appui. Aucun n'a relevé ce que je leur ai raconté. Les sanctions ont continué alors que c'était à l'encontre, bien sûr, de nos propres intérêts. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Du fait des sanctions, du fait du blocage SWIFT, la Russie indexe le rouble sur l'or, exige les paiements en roubles, et attention, pas en roubles avec les subsidiaries de Gazprom en Europe. Non, il demande que les fonds soient envoyés en Russie, traduits en roubles, et ensuite, il faisait la livraison une fois que le paiement était effectué. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la période de 2016 à 2022? On a les BRICS qui se structurent, qui mettent en place des partenariats d'échange, parce que Vladimir Poutine a compris à ce moment-là que de toute façon, le conflit serait inévitable. Et d'ailleurs, en 2019, quand je suis à Yalta, il y a un certain nombre d'acteurs du Grand Sud qui sont dans une salle, et c'est la fameuse salle de négociation
entre les trois de Yalta en 1945. Et j'entends en fait des discussions sur la dédollarisation. Alors sur le moment, je ne prends pas ça au sérieux. Je pense que c'est juste une histoire dans l'air. Oui, on va être les plus forts, les plus beaux, etc. Et au fur et à mesure que le temps passe, je m'aperçois d'une chose, c'est que Vladimir Poutine attend en fait ce moment-là. Parce que s'il avait déclenché les hostilités bien avant du fait des exactions des Ukrainiens, notamment des groupes néofascistes dans le Donbass, il se faisait couper du SWIFT, et là, c'était la catastrophe économique totale. Quand Bruno Le Maire annonce, eh bien, écoutez, on va mettre la Russie à genoux, il ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, bon sang, ils ont dû implémenter MIR, et maintenant, ils sont prêts, en fait, à faire face à toute éventualité, en tout cas en ce qui concerne le type de mécanisme de sanctions qui a été mis en place par les États-Unis. Alors, il y a un fait important, c'est que ce qui se passe par la suite, les échanges internationaux entre les États-Unis et la Chine commencent à augmenter de manière significative. On arrive à 680 milliards de dollars, ce qui n'est pas une mince affaire quand même. Et bien sûr, les États du Grand Sud qui se disent, si la Russie arrive à contrer les États-Unis de cette façon, eh bien, la seule chose qu'il nous reste à faire pour éviter les pressions que le dollar met en place systématiquement, c'est de s'aligner sur la Russie et de montrer qu'aujourd'hui, on peut lever la tête et on peut dire non. Et c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand le sommet de Kazan en 2024 est mis en place, qu'est-ce que les BRICS+, c'est-à-dire les partenaires et les 10 avec les 4 nouveaux des BRICS, discutent? Ils discutent de la mise en place d'une plateforme de trading des matières premières. Et ça, c'est bien nouveau. Alors, pendant l'année 2026, ils vont tester avec les céréales et les diamants. Ça représente un marché de 200 à 250 milliards de dollars. Ce n'est pas énorme par rapport au marché énergétique, mais ça envoie un signal très fort. Ça envoie un signal en disant, attention les États-Unis, si vous continuez comme ça, on va vous siphonner et le NYMEX et le COMEX, ce qui fait que la place de New York sera complètement laminée au niveau échange des matières premières. Et si vous continuez à nous mettre sous pression, on peut aussi ajouter le pétrole. Et s'ils font ça, c'est la fin des États-Unis. C'est terminé. Actuellement, quel est le pourcentage, on va dire, de transactions en monnaie nationale entre les pays des BRICS? Waouh, là c'est quand même un peu compliqué parce que tout dépend des échanges qui sont mis en place. On va prendre par exemple Inde et Chine. La balance entre l'Inde et la Chine est au détriment de l'Inde. Pourquoi? Parce que tout ce que produit l'Inde, la Chine l'a produit avant. Donc, les échanges sont très faibles. Et on a un déséquilibre de balance de presque 85% entre les deux. Le problème, c'est que quand l'Inde achète des marchandises en Chine en roupie, qu'est-ce que tu veux que la Chine fasse du fait que de toute façon, ils n'ont pas besoin de ce que eux produisent? Donc, ils se retrouvent, c'est un peu pareil, en réserve monétaire, ils ne peuvent rien faire entre le Brésil et la Russie, etc., etc. Donc, il faut regarder je dirais au coup par coup, quels sont les intérêts de chacun. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'intérêt que les BRICS auraient de mettre en place un token électronique qui serait constitué d'un panier de devises avec un adossement en partie sur l'or permettrait d'avoir une espèce de balance entre chaque devise et un token qui pourrait être utilisé en fait entre tous les participants à la plateforme. Alors, Gladiev, qui est l'ancien conseiller économique de Vladimir Poutine, a développé des travaux au mois de mai dans son bureau. On a pu. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les banques centrales discutent de chacun des protagonistes au sein des BRICS, mettent un peu le pied sur le frein parce que ça pose un problème d'administration de la devise elle-même. Et ce que je proposais à ceux qui ont de la GEF, c'est de
À partir du moment où vous avez mis en place, il faut que vous fassiez, c'est de pouvoir réévaluer le panier de devises et d'or avec une composante qui mettrait en valeur les échanges qui ont été effectués sur des commodités bien précises. Et ce qui fait qu'en fait, on aurait une devise qui serait supportée et par les autres, enfin, un token qui serait supporté et par les autres devises, et par l'or, et par le fait que la plateforme opère dans cette devise et accroît sa valeur potentielle. Alors, c'est quelque chose sur lequel ils réfléchissent. Ah, maintenant, je ne suis pas dans leur petit papier et je ne sais pas si ça va se faire, mais le fait est que ça permettrait de rebalancer en fait les échanges entre les différents protagonistes et surtout quand il y a des déséquilibres d'échanges comme entre la Chine et le Brésil, la Chine et l'Inde. Et l'Inde. Alors, Est-ce où est-ce qu'ils en qu'actuellement, sont aujourd'hui? C'est que est-ce que oui, actuellement les pays des BRICS sont une alternative à SWIFT, par exemple? ça s'appelle MIR et ils l'utilisent pas de manière exhaustive, mais c'est en train de se mettre en place. Ceci dit, réfléchissons 5 minutes. Ils ne vont pas s'exposer auprès de leurs protagonistes opposés de telle manière à ce qu'ils puissent continuer à mettre en place leurs mécanismes dans l'ombre et le cas échéant, un de ces 4 matins, dire maintenant voilà comment ça va se passer. Le fait est que le nombre de la valeur du dollar aujourd'hui est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de demandes. Trump a mis en place une politique extérieure avec les différents partenaires qu'il avait, qui va à l'encontre de ses propres intérêts. Et c'est ça que j'arrive pas à bien comprendre. Alors, sa stratégie est de dire je veux réindustrialiser les États-Unis de telle manière à ce qu'on puisse échanger de marchandise à marchandise. Mais ça ne marche pas comme ça. Pendant 30 ans, ils ont littéralement laminé les États-Unis, ils ont poussé toute leur production en Chine et puis en Asie du Sud-Est. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ne produisent plus de valeur, en tout cas valeur industrielle. Et ils souhaiteraient que d'un coup, les États-Unis se réindustrialisent. Mais ça ne prend pas 2 ans, ça ne prend pas 5 ans, ça va prendre 20 ans. Sachant qu'il va falloir reformer les gens, sachant qu'il va falloir les motiver à venir dans le manufacturing. Et c'est pas sûr que les jeunes aujourd'hui aux États-Unis soient si friands de ce type de job. Ils veulent être des financiers, ils veulent des influenceurs, des médecins, des avocats, des traders. Mais franchement, le manufacturing, c'est pas leur tasse de thé. Et d'ailleurs, il y a des sondages qui ont été faits aux États-Unis par Richard Wolff, qui est un des plus grands économistes là-bas, et qui disait, mais les gens, les jeunes gens en ont strictement rien à faire. Et donc là, En la plus, dédollarisation, elle est déjà en route, en fait, et enfin, on a l'impression que c'est un phénomène inévitable, en fait. je pense, et j'ai discuté d'ailleurs avec un certain nombre de ces acteurs économiques à très haut niveau, je pense que la valeur enfin le pourcentage de dollars dans le monde d'ici 5 à 10 ans va s'effondrer aux environs de 48%. Donc ce sera quand même une devise majeure, parce que les États-Unis étant un gros marché, si les différents pays dans le monde veulent échanger avec eux, ça ne se fera pas en roupies. Et donc, ils utiliseront le dollar. Ceci dit, il y a quand même un sacré problème au niveau de la dette américaine, c'est qu'ils ont atteint des sommets qui sont tellement stratosphériques qu'ils en arrivent à un stade où ils sont dans ce qu'on appelle une spirale de dette, ou une debt trap. Et ce qui se passe, c'est que du fait des intérêts de la dette, ils sont obligés d'émettre de la devise grâce à la Banque fédérale pour pouvoir rembourser leur propre dette. Donc, ils n'ont pas le service qui va permettre de générer de la valeur. C'est un désastre final. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, qu'un grand nombre d'acteurs principaux dans le monde n'achètent plus de dette américaine. Ce qui s'est passé, par exemple, avec le Japon. B7, a téléphoné au président de la Banque centrale japonaise en lui disant combien de dettes tu vas nous acheter cette année. Là, tu as dit, écoute, j'arrive pas à lever de dette pour moi-même. Pourquoi est-ce que je devrais acheter ta dette à toi? Donc, ça veut dire en d'autres termes qu'un des plus gros bailleurs de la dette américaine n'achètera pas de dette cette année. Et ça, c'est un problème énorme parce que à partir, c'est l'histoire de l'offre et de la demande. Si il n'y a pas de demande en dollars, eh bien, la valeur du dollar s'effondre. Et que se passe-t-il en conséquence? Eh bien, ça génère une inflation exogène. Or, ce que veut Trump,
c'est arriver à endiguer l'inflation aux États-Unis. Mmh. Mais les politiques qu'il adopte aujourd'hui sont complètement antinomiques en regard du but qu'il veut achever. Donc, comment ça va se terminer cette histoire? Ben, c'est très simple. Soit que les États-Unis comprennent que leur politique de la terreur par le dollar doit s'arrêter immédiatement. On peut le voir avec les dernières pressions qu'il a mises sur l'Europe pour mettre des tarifs sur la Chine de 100% en regard de leurs produits. C'est complètement débile. Et ce qui va se passer, c'est que soit ils comprennent que cette politique-là doit s'arrêter et il faut absolument qu'ils coopèrent avec tous les autres, soit ils vont aller au fond du trou. Et au fond du trou, ça veut dire en d'autres termes que nous-mêmes, Européens, du fait de la possession de la dette américaine, eh ben, on partira avec. Avec Voilà. effet domino. Bah, écoute, merci beaucoup Thierry. Vraiment, très, très intéressant. Merci de nous avoir accordé ce temps pour expliquer tout ça. Et puis, bah, on se reverra certainement Technique, hein, pour voilà. d'autres analyses sur ce genre de sujet. Voilà. Eh ben, écoute, Christelle, je souhaite passer une bonne journée et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi.